Ça ne marche pas. Oui, ça va venir. C'est normal, il n'y a pas encore là, c'est pas actif. Ah. Faut lui laisser le temps d'attaquer la connexion. Ça rame un petit peu. C'est bon, on est parti. Et là, comment ça passe automatiquement? Il y en a une là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, bon. Tout le monde est là. C'est bon. Ok, est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez? C'est bon, apparemment, c'est partout. Tout le monde nous Bon, voit. moi je te vois, je vois tout très bien. Ok. C'est super, on a encore du monde aujourd'hui. J'ai vu que vous veniez un peu de partout, de la France entière. On a les Corses qui sont là aussi, c'est super. Donc du coup, on a pris à peine un peu de retard, mais on va attaquer. Il faut pallier à la connexion qui des fois peut être un peu compliquée. Hop. Alors, on va juste attendre que le docteur Fischler arrive. Donc, je pense que vous avez un visuel sur la diapo. On attend juste qu'il se connecte et après, on va pouvoir commencer tranquillement. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous poser la question, savoir si on avait des assistants dentaires, s'il y avait des chirurgiens dentistes, pour savoir un peu qui était présent. Comme vous savez, on va parler de l'implantologie aujourd'hui, donc voir un petit peu qui est avec nous pour cette classe virtuelle d'aujourd'hui. Donc, vous avez le chat, vous avez vu, vous pouvez nous répondre. Bon, on ne peut pas interagir avec les caméras puisqu'on est nombreux. Vous avez vu que c'est un peu compliqué des fois avec la gestion de la connexion. Mais du coup, allez-y, hein, mettez vos messages, on les voit en direct et on peut vous répondre. Voilà, ça y est, il est revenu avec nous, il est là. Docteur, vous nous entendez? Vous êtes prêts? Oui, Okay. je vous entends. Je vous entends. On a eu un petit souci, je pense que c'est dû au temps avec un problème de connexion. Bon, on a pas mal d'assistantes. Je demandais un peu à tout le monde quels étaient leurs postes pour le temps de vous attendre. On a pas mal d'assistantes qui viennent de la France entière, des secrétaires médicales. Je pense qu'on a aussi des chirurgiens dentistes, donc c'est cool. On a un peu tout le monde, donc c'est super. Magnifique, magnifique. Bon, ok, bon. Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais remercier Lucie et le FPL Formation de m'avoir invité à m'exprimer sur un sujet qui me passionne et qui me fait vivre depuis déjà plusieurs années. Je suis très fier d'être devant vous, de me sentir utile dans cette période un petit peu compliquée. Alors, la classe d'aujourd'hui va s'articuler sur 4 chapitres, entre lesquels vous pourrez poser vos questions. Alors bon, mais après, donc mon nom c'est Fischler Yvan, donc j'ai une formation assez classique, mais j'ai également un diplôme de jamais content et un master de curiosité. Voilà, bon, mes parents d'ailleurs ont beaucoup souffert. Ça a été très dur pour eux. On a une activité uniquement en parodontologie et en implantologie dans notre cabinet. Et j'ai fait pendant... Ah, apparemment, on a un petit souci encore sur la connexion. C'est difficile aujourd'hui. On va attendre qu'ils reviennent. Du coup, on a donc le docteur Fischler qui s'est présenté, implantologue exclusif, comme il vous l'a dit, dans un cabinet où il pratique l'implantologie et la parodontologie. J'ai la chance du coup de travailler avec lui, hein, d'être son assistante au quotidien. Donc, on voulait, au cours de cette formation, en fait, vous préparer, vous présenter différents cas qui peuvent en fait arriver dans votre cabinet en omnipratique, parce que finalement, on peut être directement tous concernés par cette implantologie. Voilà. Bon, on a un petit souci de visuel avec le docteur. Il va revenir, je pense. On a la diapo. Voilà. Le voilà. Ça y est, c'est reparti. On est là, on l'a reperdu. Donc voilà, donc on va prendre 4 cas qui vont se présenter tous les jours dans nos cabinets et qui vont nous concerner parce que justement l'implantologie va être au centre de la question. Donc tout d'abord un premier cas.
c'est un cas d'une édentation antérieure. Donc ça peut être une incisive centrale, une incisive latérale, une canine, une prémolaire ou même une molaire chez une patiente qui a un sourire assez large. Donc voilà, on a Madame Beau Sourire, elle a 25 ans, elle vient, il lui manque une dent sur la 11, elle a une tache due à un ancien composite sur la 21, elle est commerçante. Et elle a vu sur Internet qu'on pouvait remplacer cette dent de façon naturelle et de façon rapide. Je pense qu'on ne peut pas lui proposer uniquement un bridge. On doit l'orienter sur une solution implantaire. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, on va la rassurer parce que c'est une patiente qui doit probablement être très angoissée parce que toute sa personnalité, le regard des autres est direct. Et on va lui proposer une solution pérenne, esthétique et fonctionnelle. Ensuite, on va lui proposer un plan de traitement qui va répondre aux 3 questions: comment, quand et combien. Ensuite, bien sûr, il va y avoir toutes différentes étapes. Là, Lucie, je vais te laisser peut-être un peu la parole pour. Concernant les assistantes, pour qu'on voit un petit peu nos rôles. Oui. Rôle et fonction. Alors oui, effectivement, nous notre travail là d'assistante et d'assistant dentaire, ça sera plus de gérer en fait la correspondance avec les praticiens. Donc éventuellement des praticiens correspondants si on adresse les patients à un implantologue exclusif. On va essayer de mettre en place des courriers de liaison, des comptes rendus, tous ces documents qui finalement permettent de faire la jonction entre les praticiens. Il faut aussi voir pour se rendre nous disponibles parce qu'il faut penser aux collègues qui sont chez les correspondants, qui ont peut-être des questions à nous poser. Il faut arriver à pouvoir leur répondre, leur amener notre aide du mieux possible. Et en fait, tout ça, ça va peut-être faire gagner du temps à tout le monde parce qu'au final, en amont, on a préparé de la communication en interne, on a préparé des documents et ça fait gagner du temps pour tout le monde. Ça permet une bonne fluidité, on gère bien le patient et on montre en fait qu'on est une équipe rigoureuse avec qui maîtrise son sujet, si je peux dire. Et c'est important pour bien accompagner le patient, parce que là, on parle quand même d'une patiente qui arrive et qui a quand même un souci qui est esthétique, qui est difficile à gérer. Donc, il va falloir l'accompagner au mieux. Donc, le praticien va bien sûr lui expliquer son plan de traitement. Et nous, assistantes à côté, il va falloir qu'on fasse la jonction, l'aider, l'accompagner en lui donnant les démarches à suivre, par exemple aussi l'accompagner pour faire les examens radio. On l'installe dans la panoramique, ça lui permet de toujours avoir un lien avec l'assistante. C'est plus facile d'avoir un lien avec l'assistante et ça fait en parallèle gagner du temps au praticien dans son avancée, je dirais dans son étude préimplantaire. Et après, voilà, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se poser. Là, vous voyez sur la diapo qu'on parle de préparer une ordonnance de radiographie du poignet. Là, ça serait une indication si éventuellement la patiente avait une agénésie et on prévoit une radio du poignet pour évaluer la fin de la croissance osseuse pour être sûr que du coup, le chirurgien puisse envisager de poser des implants lorsque la croissance est terminée. Sinon, on peut avoir un impact un peu compliqué si la croissance n'est pas terminée. Je crois qu'on a encore perdu le docteur, effectivement. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile au niveau de la connexion. Le voilà, il est reparti. Bon. Ça y est, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais voilà, encore désolé tout le monde, mais quand il pleut, quand il fait vraiment un temps très orageux en Corse, on a des problèmes de connexion. Donc on en était donc à ce premier patient, ou plutôt cette patiente, qui a une édentation antérieure et sur lequel on propose un plan de traitement complet et sur lequel on va proposer une solution. Donc on va mettre un implant, on va faire une greffe. Donc là je crois que c'est un implant, c'est un Zimmer. Et sur la 21, on a fait une céramo-céramique. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de bien, sans toucher aux dents adjacentes. La patiente, elle est contente. Il faut savoir que même si vous ne posez pas d'implant dans votre cabinet, vous pouvez très bien ne faire que la céramique. Chez nous, on a à peu près 30 correspondants et on ne fait que l'implant ou que les greffes et les implants. Voilà, et ça se passe très bien. On va prendre un deuxième cas qui est une dentation totale du bas, une dentation complète. Donc voilà, c'est une patiente, une mamie qui vient au cabinet et qui va se confier à l'assistante. Elle va lui dire: ah, vous êtes gentil, vous m'écoutez quand je parle. Et cette gentille mamie, donc Madame Casdan, qui a 78 ans,
et qui vient depuis toujours au cabinet, ainsi que la famille, a sa prothèse totale qui ne tient plus. Alors vous avez depuis 2 ans fait déjà 3 rebasages complets, mais ça ne tient pas. Et en plus de ça, maintenant elle a mal. Donc le problème, c'est qu'elle risque de partir chez le dentiste que lui a recommandé sa manicure. Parce qu'il paraît que ce dentiste, il est très beau et en plus, il est très gentil. Donc, on va procéder toujours de la même façon. On va rassurer la patiente, on va lui proposer une solution et un plan de traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une chirurgie de 45 minutes, on va pouvoir régler définitivement son problème. On va mettre 2 implants, un locator ou bien une barre d'Ackermann, et vous allez rendre un grand service à votre petite mamie. Donc voilà, pour ce cas, on a mis 4 implants avec une barre d'Ackermann. Sur la photo de droite, vous voyez l'intrados de la prothèse complète avec des cavaliers en métal. Moi, je préfère les cavaliers en métal. Je trouve que ça tient plus longtemps que les cavaliers en téflon. Voilà, notre mamie préférée est heureuse. Elle a quelque chose de fiable, de joli et surtout de facile d'entretien. Alors oui, Marie-Claire dit qu'il y a beaucoup de peur de l'acte chez les patients. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que le rôle de l'assistante, le rôle de la secrétaire est très important. Parce que c'est elle qui va rassurer la patiente et c'est sur ses épaules que va reposer l'organisation interne du cabinet. Lucie, est-ce que j'ai oublié certaines choses? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est vrai que je crois qu'on a tous eu une fois au cabinet cette patiente qu'on adore, qui nous accorde toute sa confiance et avec lesquelles on a finalement un réel affectif. Et c'est vrai qu'il faut se rendre encore plus disponible pour ce genre de patients et patientes parce que c'est des patients qui sont fidèles, c'est des patients qui, s'ils se sentent compris et écoutés, vont finalement rester et vous amener un bon retour. Votre métier d'assistant et d'assistant dentaire, il va prendre en fait tout son sens quand vous voyez que cette patiente vous fait confiance, elle passe par vous pour transmettre les informations directement au praticien, parce qu'elle n'ose peut-être pas discuter avec le chirurgien dentiste. C'est peut-être aussi sa façon, son éducation qui veut ça, hein, parce que là, vous voyez bien, le docteur Fischer, c'est quand même quelqu'un d'assez ouvert et qui répond facilement aux demandes. Mais elle passait par moi, cette patiente, voilà, elle préférait me poser les questions directement. Et finalement, elle savait que j'allais passer le message pour ses attentes et tout ce qui suivait. Donc, en fait, c'est vraiment un cas de figure qu'il faut bien prendre en compte. Et puis, il faut vraiment la traiter avec spécial. Faut la faire se sentir spéciale, si je puis dire. Et là, derrière, on a un bon retour et je trouve que c'est super. On a un bon truc. On a eu un très bon retour. On a même eu des gâteaux. Voilà, c'est ça. C'est qu'en plus, derrière, ils vous amènent des gâteaux et des chocolats. C'est le top. Donc, on va prendre un autre patient. Donc un jeune homme de 44 ans, fraîchement divorcé, donc là, après le Covid, il va y en avoir beaucoup, hein, donc ils vont débarquer au cabinet, à qui il manque 2 molaires, une prémolaire en haut à droite, et du coup, son sourire est beaucoup moins ravageur. Alors donc, sa nouvelle petite copine de 27 ans veut absolument l'amener chez son dentiste, qui, paraît-il, est le meilleur de la ville. Vous lui avez proposé l'année dernière un stélite, mais allez savoir pourquoi, il n'en veut plus. Bon, ben, alors, on va le rassurer. On va donc lui proposer une solution. Donc, mais surtout, on va le rassurer parce que il va falloir, donc, on va lui parler comme ça. Hein. Moi, je leur parle comme ça. On va s'occuper de votre problème, monsieur Padracine. Comme vous avez peu d'os, on va vous faire une greffe. Puis, on va vous poser 2 implants. Vous en avez pour à peu près 12 mois et cela va vous coûter aux alentours des 5 000 euros. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que j'ai été assez clair? Voilà. En fait, quand vous adressez aux patients, il faut être simple et convaincu. Attention, il faut bien informer et bien conseiller le patient sur ces différentes étapes. Là aussi, le rôle de l'assistante est majeur, n'est-ce pas? Oui, aussi. Et je pense qu'il est encore des fois plus délicat dans ces cas de figure parce que, bon, il faut bien évidemment orienter comme il faut ce gentil monsieur. Il va avoir un traitement qui va être assez important, sûrement un traitement aussi qui va être onéreux. En revanche, il faut quand même prendre en compte sa bien-aimée. Il aura quand même tendance à l'écouter. Il faut aussi qu'elle se sente investie et qu'elle soit prise en compte dans cette démarche. Donc là, il faut faire preuve de diplomatie, mais aussi de rigueur. Donc, on va essayer de l'accompagner, de lui expliquer bien les différentes étapes qu'il doit envisager pour avoir, par exemple, ses remboursements, pour mettre en place son plan de traitement à lui et d'un point de vue financier.
Et nous, on va vraiment l'accompagner au mieux et essayer d'être, de rester à sa place et de jouer un peu sur les deux tableaux pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis avec, avec sa madame. Voilà, ça c'est vraiment le principe, voilà, pour bien l'orienter. Après, moi je sais que avant de faire des formations, j'avais pas cet aplomb et cette assurance, donc j'étais moins à l'aise et les patients le ressentaient. C'est pour ça qu'il est important de se former dans ces spécialités, d'avoir une formation pour finalement bien maîtriser son sujet parce que les patients le ressentent et on a quand même, nous, après, une crédibilité qui est quand même plus importante. Voilà. Ah, je pense qu'on a, on a reperdu peut-être le docteur. C'est difficile aujourd'hui. Alors, je vais essayer de voir s'il y a deux, trois petites questions. Alors, Séverine me dit le rôle de l'assistante faire la panoramique. Non, on va la préparer à la panoramique. On est d'accord qu'on n'a pas le droit normalement de déclencher la panoramique. Maintenant, on peut installer le patient et ensuite demander au praticien de venir la déclencher. Mais voilà, ça, c'est des petits détails. C'est vrai que sur la diapo, il est écrit faire une panoramique. Bon, il faut l'installer. Ensuite, j'essaie de voir s'il y a d'autres petites questions, hein, le temps que le docteur vienne. D'ailleurs, ça nous permet de faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur certains cas Alors justement, Ah, ça y est, il est revenu. justement, il y a une question de Anne-Sophie qui dit il faut que le chirurgien soit ouvert pour accepter que l'assistante parle avec les patients. Oui. Donc oui, c'est pas qu'il faut être ouvert, il faut que le cabinet soit bien organisé. Parce que si le cabinet est bien organisé, on a le temps on peut passer du temps à discuter, à parler, à expliquer aux patients le déroulé des différentes étapes. Et le praticien peut déléguer une partie des explications à son assistante ou même à sa secrétaire si elle a été formée. Alors, il y a Patricia qui nous dit, je fais une petite aparté, enfin, en implanto, la panneau ne sert pas à grand-chose, c'est plutôt le Conbeam. Si vous avez une petite explication pour ça, docteur, parce que je pense quand même que la panneau est nécessaire. Légalement, la panoramique est obligatoire, mais effectivement, nous faisons une panoramique, on va dire entre guillemets, pour avoir un aperçu général, mais on travaille systématiquement avec un Conbeam. Donc c'est une bonne question. Concernant ce jeune célibataire, donc on a posé 2 implants de chez ETK et on a fait un bridge céramo-métallique de 3 dents. Il voulait pas qu'on touche à sa canine. Bon, le résultat esthétique n'est pas fantastique, mais en tout cas son sourire ne fait plus peur. Ce jeune playboy est content. On va parler d'un autre cas maintenant, qui est une urgence. Et les implants, puisque c'est soit une prothèse qui s'est dévissée ou une vis qui a cassé ou une prothèse qui s'est décellée, mais également ça peut être une périimplantite, c'est-à-dire une infection autour des implants. Vous êtes d'urgence, vous êtes de garde, vous avez donc un patient, M. Malaudan, qui a 64 ans, il vient de déménager, il vient d'aménager en face du cabinet, et ne pas le prendre en charge, ça serait une erreur, parce que en s'occupant, en recevant ce patient, vous pouvez gagner toute la famille. Donc, ce patient souffre depuis 24 heures, il a un œdème, il a de la température, il a de la fièvre, donc attention à ne pas confondre avec le Covid, parce qu'il y a un peu les mêmes symptômes, mais ce n'est pas le Covid, c'est une périimplantite. Donc pareil, on rassure le patient, on explique donc le problème et on va proposer une solution. Là également, on ne peut pas improviser cette prise en charge, parce que ça peut très vite devenir un vrai casse-tête chinois. Décidément, ils sont toujours là. Mais l'assistante et la secrétaire ont un rôle important à jouer parce que c'est le premier contact. Elles vont devoir ouvrir un dossier patient avec des détails très importants, à savoir la marque de l'implant, qui est le praticien qui a posé les implants, etc., etc. J'ai sûrement dû en oublier. Non, je pense qu'on est d'accord. Après, je pense qu'il y a le questionnaire médical qui, de toute façon, maintenant est obligatoire, que nous, on doit obligatoirement prévoir en amont. C'est vrai qu'il faut essayer d'obtenir le maximum d'informations avant. Admettons que ce patient envisage de prendre ce rendez-vous d'urgence par téléphone. Vous pouvez mettre en place un logigramme de la gestion des appels téléphoniques, ce qui va en fait vous permettre de poser les bonnes questions aux patients, comme par exemple, est-ce que vous avez en votre possession la carte implantaire des implants qui vous pose problème? S'ils disent oui, très bien, est-ce que vous pouvez nous scanner ce document ou nous donner les informations qu'il y a sur ce document pour que nous, on puisse se préparer pour la consultation?
ou alors s'il n'a pas cette fameuse carte implantaire, lui demander le nom de ce praticien. Et nous, ça nous permet de faire nos recherches en amont. Comme ça, le jour de la consultation, finalement, nous, assistants et assistantes, on a fait toutes les recherches. On obtient, par exemple, la marque de l'implant, la connectique, et ça nous permet d'avoir en notre possession tous les éléments fondamentaux pour cette consultation d'urgence, pouvoir aussi préparer les plateaux techniques. Et toutes ces petites choses, en fait, il faut les prévoir. Après, c'est vrai que c'est une organisation un peu spécifique, mais tout s'apprend. On sait que Rome, c'est pas fait en un jour. Il faut prendre du temps, il faut s'investir dans le cabinet, il faut avoir une bonne communication. On est d'accord qu'il faut aussi avoir un praticien qui soit ouvert et qui fasse confiance à son assistante. Mais c'est vrai que il faut arriver à se former, à envisager de se former pour pouvoir mettre en place une organisation comme ça au cabinet, quelque chose qui roule et où tout le monde a sa place et où tout le monde peut prendre sa place. Bon, je fais la pipelette encore, hein, je vous laisse parler, docteur, parce que Non, au contraire, il fallait le dire. Non, il fallait le dire. Alors, je vais répondre à 3 questions qui ont été posées pendant l'intervention. Alors, donc Anne-Sophie qui dit que certains coachs en entreprise ne sont pas de cet avis. Bien malheureusement. Alors, oui, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que un cabinet dentaire, c'est pas une usine. Donc, il faut savoir s'adapter. Il va falloir s'adapter aux patients. Il y a des patients, il faut être carré. Effectivement, l'assistante n'a pas spécialement besoin de parler. Lui, il veut son devis, il veut son rendez-vous, point final. Par contre, une machine, une assistante va faire plus qu'une machine. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir appréhender les différentes peurs du patient, elle va pouvoir le guider, le rassurer. Et ça, le praticien parfois ne peut pas le faire parce qu'il est en rendez-vous, parce qu'il est en urgence, parce qu'il ne peut pas tout faire. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Les assistantes et les secrétaires peuvent parler. Alors, elles ne peuvent pas parler des heures et des heures, mais elles sont là. Il y a un facteur humain qui est très important, vraiment très important. En tout cas, pour moi, il est presque majeur. Alors, Sonia me demande quels sont les critères qui font choisir des marques d'implants. Alors, effectivement, ça peut être en fonction des cas. Ça peut être en fonction de la qualité de l'os. Ça peut être en fonction de la connectique, en fonction du type de prothèse que vous allez utiliser. Alors, personnellement, moi, je conseille à mes correspondants de faire du vissé. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que le vissé, s'il y a du SAV, c'est extrêmement simple. Il faut dévisser, on répare et on revisse. Lorsque c'est du scellé, parfois ça peut devenir très compliqué. Donc, ça dépend un petit peu de votre politique, comment vous avez appris, avec quel praticien vous avez été formé. Il peut y avoir un aspect financier également, où vous vous lancez et vous êtes dans une région où malheureusement les gens n'ont pas des budgets énormes pour faire des implants, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des marques extrêmement chères. Donc il y a des marques qui sont très bien, qui ont des tarifs très corrects. Marie-Claire me demande s'il arrive dans certains cas que des patients ne saignent pas et l'ostéo-intégration ne se fait pas. Alors effectivement, lorsque parfois les os sont très denses, de type 1, il y a peu d'irrigation et effectivement, c'est bien de mettre l'implant une fois que le sang est apparu. Alors on peut faire de la stimulation ostéo-osseuse. Il y a des instruments spéciaux. Vous pouvez utiliser une petite fraise, mais il faut faire attention à vos forêts. Si vos forêts sont anciens, ça peut chauffer et ça peut effectivement faire comme une espèce de coagulation et limiter le saignement. Donc, utilisez toujours des forêts en bon état. Il y a un certain nombre d'utilisations. Vous ne dépassez pas le nombre d'utilisations qui est requis par le fabricant. Oui. Posez surtout les implants doucement et forêt également en sous-irrigation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. On va continuer, passer. Il y a Lola qui nous demande quand même si on fait systématiquement des pauses avec des guides. Si vous pouvez donner votre avis là-dessus. Alors, je pense que à l'avenir, les guides vont être de plus en plus présents. Maintenant, entre guillemets, moi, je suis un vieil implantologue et j'ai pas appris avec les guides. Par contre, dans notre bloc, on a une radio et lorsque j'ai un doute, je fais une radio pendant l'intervention. Donc, je vous montrerai éventuellement lors d'une autre classe
des radios. Et je pense que même sans guide, on se débrouille bien. Après, je sais qu'il y a des praticiens qui sont rassurés avec le guide, mais les guides sont pas toujours faciles à mettre en place. Et il y a également un surcoût. Donc voilà, il faut un peu savoir peser le pour et le contre. Mais moi, je suis pas contre les guides et je ne suis pas 100% non plus. Donc ça, je pense à chacun d'adapter la technique. Mm. Alors, on va parler un petit peu, faire un petit peu de l'implantologie entre hier et aujourd'hui. Donc, grosso modo, les débuts de l'implantologie entre guillemets moderne datent de 1809, où le docteur Majol a expérimenté des racines en or, sur lesquelles il ajustait après une période de cicatrisation une dent en ivoire. Plus tard, en 1950, le docteur Bradmark, un chirurgien orthopédiste suédois, va poser les bases de l'ostéo-intégration en constatant l'implantation d'un cadre en métal dans une cuisse de lapin. D'autres praticiens ont également fait avancer l'implantologie, mais il faudrait des heures et des heures pour tous les citer. Donc, il y a également des patients qui sont passionnés d'implantologie. Donc, vous voyez, ce patient, c'est dans sa bouche, c'est un véritable musée de l'implantologie. Donc, vous avez les implants aiguilles du docteur Sialom et du docteur Cherchev, les implants lames du docteur Linko et les implants cylindroconiques et cylindriques du docteur Bradmark. Si on fait un peu d'histoire, on est obligé de parler du docteur Green Morton. Cet homme, étudiant en dentaire, va réaliser la première extraction de dents de sagesse sans douleur. Il est obstiné, il est précurseur, il va inventer l'anesthésie générale. Alors, sans lui, la médecine n'aurait pas fait de bond en avant. Aujourd'hui, ne pas proposer des traitements implantaires, c'est comme si on repartait au Moyen-Âge. Donc, vous voyez sur cette illustration, il a fabriqué un respirateur avec un contenant où il y a des cotons imbibés d'éther et il y a un masque pour faire respirer le patient. Et lorsque j'ai vu cette illustration, ça m'a fait réagir et j'ai fait une recherche pour savoir qui avait inventé les respirateurs artificiels modernes. Et en fait, il s'appelle le docteur Forrest Bird. Et le premier qui a été créé, il date de 1957. D'accord. Il était médecin, il était aviateur et physiologiste. Malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Et je pense que voilà, c'est un peu grâce à vous que j'ai pu faire cette recherche et apprendre des choses. Oui, Sabine, c'est top avec le guide. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est top sans guide aussi. Alors aujourd'hui, l'implantologie, alors on utilise des implants majoritairement en titane, mais il en existe également en céramique. Ils sont de forme principalement cylindrique ou cylindroconique, mais il y en a également qui ont des formes différentes, comme le disque implant du docteur Scortecci. Donc les prothèses que l'on utilise vont être soit vissées, soit collées, mais il existe également un système où les prothèses sont impactées. On va poser ces implants sous anesthésie locale, mais on peut également les mettre sous anesthésie générale. Par contre, ça doit être fait dans un environnement stérile. Un bloc n'est pas obligatoire. On peut utiliser dans le cabinet une salle dédiée. Il faut un plateau technique complet. Et c'est pourquoi on va se poser la question, pourquoi se compliquer la vie et aller se lancer comme ça dans l'aventure. Eh ben, des études ont montré que des patients dentés, appareillés en prothèse fixe, conservent une activité sociale, sportive et culturelle. Ils peuvent sortir, recevoir, manger avec plaisir, et donc ils vieillissent mieux. Rétablir la fonction masticatoire permet également une meilleure absorption des vitamines, des fibres, des protéines. Et manger bien, c'est vivre mieux. Alors voilà donc une photo de notre bloc. Donc vous voyez, on a 2 moteurs au cas où il y en a un qui tombe en panne. La machine que vous voyez au fond, c'est une machine pour faire des PRF. On l'utilise beaucoup pour les greffes. Voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais on est bien équipé. Et on essaie de travailler dans un environnement qui prend en compte au mieux l'asepsie, parce que c'est vrai que l'asepsie, elle fait partie intégrante de notre métier, surtout à nous, assistants et assistantes dentaires. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez suivi la classe virtuelle que j'ai fait la semaine dernière sur la stérilisation, où on reprend un petit peu toutes ces normes et toutes ces notions d'hygiène et d'asepsie. L'asepsie, donc par définition, on est sur une méthode qui est préventive.
On va essayer de réduire tout ce qui est contamination de micro-organismes potentiellement pathogènes. Et ça implique en fait qu'on réalise une chaîne complexe, mais qui prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour que cet acte de chirurgie se passe dans un environnement qui soit le plus simple possible. Après, il est important que vous compreniez les impacts qu'ont cette chaîne de stérilisation sur l'intervention, à savoir pour vous et pour le patient. La contamination, on est d'accord qu'en plus, depuis quelques années, les infections nosocomiales, elles sont reconnues, même en cabinet libéraux, donc c'est assez important de connaître ces protocoles, de maîtriser ces protocoles. Après, il faut faire un nettoyage efficace. Il y a des outils, ça s'apprend, il faut suivre les formations, il faut revoir ces protocoles régulièrement et se mettre dans cette démarche en fait d'apprentissage et de remise à niveau constant. Mais bon, je pense que si vous êtes dans cette classe aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche. Et j'ai vu qu'il y avait même des assistantes qui étaient présentes, qui m'ont fait des commentaires, qui sont déjà inscrites à la formation que je vous propose sur l'implantologie niveau 1. Donc c'est super, continuez et de toute façon, nous on est là pour vous accompagner. Très bien. Alors, on parlait de poser des implants en flapless. Alors, il y a 10 ans, je faisais beaucoup de flapless. J'avais même fait une conférence, c'était le docteur Fromental, qui est un des pionniers de l'implantologie à Lyon, qui m'a fait faire une conférence pour présenter des cas. Et je vous avoue que j'en fais de moins en moins. Les seuls cas de flapless que je fais, c'est quand vraiment les patients sont impossibles à gérer sur le fauteuil et qu'il faut mettre l'implant le plus vite possible parce que sinon le patient ne tient pas. J'en fais de moins en moins parce que j'ai eu quelques déboires et j'en ai moins en ouvrant, on allait voir exactement ce qui se passe. Voilà. Concernant la question sur le PRF, oui, on fait venir une infirmière qui vient faire les prélèvements sanguins. Alors, les avantages et les inconvénients. Donc, vous avez vu, j'ai mis les faux inconvénients parce que pour moi, ce ne sont pas des vrais inconvénients. Alors, tout d'abord, on va transmettre une information précise qui respecte les données acquises de la science. Mais c'est également une plus-value pour le cabinet, parce que ça prouve que le cabinet est moderne et soucieux de proposer des traitements donc récents, mais c'est une plus-value également financière. Il faut savoir que notre métier, c'est également informer et conseiller. Vous allez garder un patient que vous allez envoyer chez un implantologue. Pourquoi? Parce que vous allez bien le conseiller et il va avoir un traitement dans lequel il va être content. Et un patient content ne quitte jamais un cabinet et il vous envoie du monde. Alors, donc les inconvénients qui, pour moi, ne sont pas un inconvénient, c'est que faire des implants demande du travail et de l'investissement, en argent et en temps. Par contre, c'est une quête du savoir, un enrichissement intellectuel. C'est grisant et passionnant. Il faut, alors certes, mettre la main au portefeuille et retourner à l'école. Mais au final, c'est génial parce qu'en fait, on s'y retrouve au niveau du développement personnel, mais également financier. Aujourd'hui, le savoir est à portée de tous et beaucoup plus accessible. Donc, hop. Donc la clé, elle est jolie la photo, Lucie. Oui. La clé du bonheur au cabinet, c'est la formation et l'organisation. Le travail en équipe nécessite des efforts, mais quel plaisir quand le chemin devient facile. Donc pour reprendre une phrase de ma petite Lucie, le travail en équipe, c'est une symphonie. L'assistante et la secrétaire connaissent la partition. Le praticien en chef d'orchestre bat la mesure. Voilà. C'est une très jolie citation. Donc, voilà, un petit schéma pour résumer le concept et pour dire combien je suis fier de mon équipe qui me booste, qui me donne le sourire sur le trajet du travail. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui apportent leur pierre à l'édifice, ma petite Tamara, les prothésistes, les fournisseurs, le livreur et j'en oublie aussi sûrement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le savoir est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Donc, il y a des formations diplômantes pour les assistants et les praticiens, donc CNKOS, les DU, mais également des formations spécifiques qui sont à la fois théoriques et pratiques. Vous pouvez aller sur le terrain en immersion. Et d'ailleurs,
regardez notre jolie salle de formation avec un écran sur lequel on passe les interventions en direct. Voilà, on est prêt, on vous attend quand vous voulez, vous êtes le bienvenu en Corse. Et pour terminer, comme dit un proverbe africain, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Pour conclure cette citation de Léonard de Vinci, celui qui s'oriente sur l'étoile ne se retourne pas. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Alors, on va regarder. Est-ce que j'ai rien oublié, Lucie? Non, je pense qu'on a fait le tour et c'est un beau message que vous envoyez. Je pense que les assistants et assistants dentaires qui sont présents là sur cette classe sont heureux d'entendre un praticien qui prend en considération son équipe et avec qui il y a une belle harmonie. Moi, j'espère que ça sera le cas pour toutes les équipes et que on profite un peu de cette période de confinement pour revoir en fait son organisation, revoir ses pratiques et revoir finalement son fonctionnement en cabinet et surtout là sur l'implantologie. Au final, l'implantologie, comme vous l'avez vu, ça peut arriver à n'importe quel moment dans votre cabinet, même si vous n'êtes pas spécialisé en implanto. Et c'est bien d'avoir les démarches, de connaître le protocole et de savoir réagir pour le cabinet aussi, et puis pour nous, pour être au courant et toujours pareil, avoir la satisfaction de pouvoir répondre à la demande. Voilà. Et Amel a raison. C'est certainement que Lucie le mérite. Et c'est exact. Et une équipe bien, qui s'entend bien, ben c'est agréable d'aller travailler. Et on rit et on sourit. Et même si parfois il faut rester concentré, c'est du travail, ben c'est un plaisir. Voilà, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Et je souhaite que tous les cabinets s'entendent comme nous on s'entend. Parce que même si on travaille, on est sérieux. On a un cabinet, c'est une entreprise qu'il faut faire tourner. Eh ben, on a le temps de rire, on a le temps de plaisanter, on a le temps de passer du bon temps et avec nos patients, Oui. pas que entre nous. C'est vrai que les patients aussi sont. Après, je pense que les patients peuvent être à l'image de ce qu'on leur renvoie en fait. Ils sont agréables parce que finalement on les prend en considération, on essaie de faire au mieux, même si ça peut nous prendre du temps. Moi, je dis pas que je cours pas toute la journée. Il faut répondre positivement à leurs attentes, leur montrer qu'on est disponible. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais derrière on a un bon retour. Après, je vois qu'il y a pas mal de messages par rapport Anne-Sophie qui dit il faut faire du coaching pour les praticiens, Dr Fischler. Bien sûr, au contraire, on aimerait beaucoup. S'il y a des intéressés, pourquoi pas. Je pense que le Dr Fischler serait ravi de faire du coaching et pouvoir aider des praticiens. D'ailleurs, il a une classe prévue la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent bien mettre en place l'implantologie. Nous, on est heureux de pouvoir l'avoir avec nous pour ce coaching et cette classe virtuelle. On vous envoie de toute façon en replay tous les liens pour les formations à venir, si vous voulez, pour les replays et les classes virtuelles qu'on prévoit, puisque c'est notre semaine de l'implanto chez FPL Formation, donc on est dans le thème là, vraiment. Allez-y, posez vos questions, hein, on est encore là avec vous. Voilà, j'ai vu, il y a une autre... non, il n'y a plus rien là. Il y avait une remarque sur... Alors, qu'est-ce qu'on a petite question, que signifie FPL Formation? Ah, je ne vais pas vous donner tous mes secrets quand même, pas aujourd'hui. Et c'est assez drôle, j'aime bien. Du coup, si et un des secrets du bonheur, c'est d'être heureux sur son lieu de travail. Ah, Séverine me demande si la formation implanté 1, c'est considéré comme celle du CNQAOS. C'est-à-dire, considéré, nous, on fait une formation de perfectionnement. On peut vous fournir une attestation de fin de formation. C'est, voilà. Après, je ne sais pas ce que vous entendez considéré comme celle du CNQAOS. On rentre pas dans un circuit pour le moment qui est diplômant. Maintenant, voilà, c'est une formation qui est en ligne. Je pense qu'il y a déjà des assistantes qui sont présentes, qui l'ont suivie. J'ai essayé de faire un format qui vous correspond et qui est pratique. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous envoie tous les liens de toute façon. Après, si vous avez des questions un peu plus techniques, on est là. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Lola me dit, on a une petite question. Vous utilisez le PRF pour quelqu'un en particulier? Donc, on a une petite question technique. Pour quelqu'un en particulier, principalement pour les sinus lifts, mais on les utilise aussi pour les extractions complètes avec implantation immédiate et mise en charge immédiate. Ça booste la cicatrisation et moi, j'aime bien les utiliser. Ça fait longtemps que je les utilise. Moi, j'ai été formé à Nice
Et c'est un praticien, un médecin de Nice qui a mis ça au point. Et moi, j'ai pratiquement, dès le début de mon activité professionnelle, j'ai pu utiliser les PRF. J'ai eu la chance de pouvoir les utiliser très très rapidement. Concernant l'os résorbable, alors, ce qu'il faut ça pour les greffes, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on utilise de l'os de banque. Alors, on a des super résultats. On peut vous montrer. On va faire une formation de toute façon spéciale en implantologie, mais également sur les greffes, et on vous montrera des radios et des résultats à plus de 10 ans. Voilà. J'ai même Alors, de plus pardon, de. oui. On a une petite question. Pouvez-vous nous donner une bonne traçabilité des implants après la pose? Comment on procède pour la traçabilité? Nous, on fournit des cartes implantaires aux patients. Et ensuite, il y a vous, docteur, en partie technique du maintenance implantaire, ce que vous mettez en place. Ce que je mets en place pour, j'ai pas compris. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour une bonne traçabilité des implants? Alors, je pense que c'est peut-être plutôt administratif comme question. Après, du coup, c'est vrai que ça nous permettait un peu de pouvoir rebondir sur le fait que il est judicieux de faire des maintenances implantaires régulièrement pour être sûr que même après la mise en charge de l'implant, que la couronne soit posée, faire des contrôles tous les ans pour être sûr que tout va bien. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prévoit vraiment de vous donner dans la classe que le docteur va animer la semaine prochaine, où on rentrera bien dans les détails techniques. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, PRF, oui, c'est. Il y a Patricia qui nous demande par rapport au PRF. Est-ce que vous pouvez lui expliquer le PRF dans le principe pour que on soit sûr que tout le monde sache ce qu'est un PRF? Le principe, alors le PRF, ça veut dire plaquette rich fibrine. En fait, on va faire un prélèvement sanguin que l'on va centrifuger. On va récupérer les facteurs de croissance et les facteurs de cicatrisation. On l'utilise de deux façons, soit coupé en petits morceaux, soit écrasé. Ça devient, on l'utilise comme une membrane. Voilà. Alors, la question Ok. d'Isabelle, non, la 11 et la 21 ne sont pas jumelées. On ne jumelle jamais. Jamais. Encore moins une dent sur un plan et une dent sur dent naturelle. Séverine nous demande par rapport à l'implantation immédiate, si c'est quelque chose que vous faites souvent. Oui, on en fait souvent. Alors, pas Mm. toujours, mais ça nous arrive d'en faire. On fait pas mal d'implantations complètes avec mise en charge immédiate. Et oui, on a des très bons résultats avec des très très bons pourcentages. On a mis au point un protocole également avec le laboratoire de prothèses pour les mises en charge immédiates. Les mises en charge immédiates, c'est les seules quand même techniques qui nécessitent vraiment une rigueur et un protocole vraiment très particulier, parce que sinon c'est le moindre petit détail et ça fonctionne. Faire des implants très très vite. Qu'est-ce que j'ai vu comme question par rapport le patient? Alors Marie-Claire nous dit le patient a envie de nous voir pour les contrôles. C'est vrai que nous on met en place de la maintenance et c'est vrai que ça c'est nous qui le gérons, assistante et aussi le secrétariat parce que on travaille à 3 quand même et on prévoit en fait des rappels automatiques des patients tous les ans ou en fonction des séances de maintenance qu'on prévoit. Ça c'est des choses à mettre en place. Il faut y penser à ça parce que les patients ils vont pas penser à vous. Donc il faut montrer encore une fois que nous on pense à eux et qu'on est au courant, on les suit et c'est pareil, ça donne une bonne image du cabinet et ça permet du coup de bien les contrôler. Ils reçoivent un SMS de rappel, Et d'éviter prennent leur des rendez-vous. problèmes. Parce Ouais. que si vous avez des patients qui fabriquent beaucoup de tartres, et ça peut mettre en péril les implants. Alors que si vous le contrôlez, vous le traitez, les implants peuvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite question technique. Os de banque pour Sandrine. C'est vrai que C'est là, on rentre dans les greffes. c'est la marque, c'est Biobank qui fait ça. Mm. Os de banque, ça veut dire que c'est de l'os de fémur humain qui est broyé, traité, désinfecté je crois, avec des ondes gamma, complètement déshydrogéné, et ça fonctionne très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ostéoclastes, donc les cellules détruisent complètement cet os que vous mettez, et les ostéoblastes refabriquent complètement un nouvel os.
Donc, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si c'était de l'os résorbable, c'est toujours résorbable. Toujours. En tout cas, dans les systèmes qui marchent. Ouais. Après, la fréquence pour les rendez-vous de maintenance, ben, ça dépend si c'est la maintenance. Vous faites quoi, docteur, en moyenne? Une fois par an, c'est très bien pour la maintenance implantaire. Chez un Ok. patient qui n'a pas de problème paro, ou très peu, une fois par an, ça suffit. Pour un patient qui est implanté et qui est un sujet à risque paro, à ce moment-là, ça peut être 2 rendez-vous par an, voire 3 rendez-vous par an. Alors, Marie-Laure nous dit, je pensais qu'un cabinet n'avait pas le droit de rappeler un patient. Euh, Personnellement, nous, on envoie des SMS automatiques puisqu'ils sont courants, on les prévient. On leur donne un document d'ailleurs de maintenance implantaire. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on prévoit en amont. Alors, Ils ont tout normalement comme information. légalement, on n'a pas le droit de démarcher un patient par téléphone. Par contre, vous avez le droit, sur un patient qui a déjà été traité, de le rappeler pour faire un contrôle. Oui, c'est vrai qu'il est prévenu. Généralement, ils le savent. Euh, on l'invente pas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites implants et fumeurs? Qu'en pensez-vous? Demande Sylvie. Alors, on a perdu encore le docteur. Je crois que on n'aime pas trop les fumeurs en moyenne sur l'implantologie. Maintenant, on va attendre son avis de professionnel, je dirais. Mais je sais que nous, sur nos protocoles, souvent préopératoires, on indique aux patients d'arrêter la cigarette, éventuellement de prendre, on propose la cigarette électronique en substitut ou peut-être les patchs. Le tout, c'est de bien informer les patients. Je pense que, je ne sais pas si vous avez eu accès à l'e-book que j'ai mis en place, où vous pouvez télécharger justement ces documents avec les conseils pré-op. Et nous, on a indiqué sur les conseils pré-op justement que la cigarette, il valait mieux qu'il arrête au moins 10 jours avant. Ça y est, on a retrouvé le docteur. On parlait de la cigarette, des fumeurs et des Oui, implants. donc, bon, alors on explique les risques aux patients, à savoir que ça a coupé? Non. À savoir que les taux d'échec sont supérieurs chez le fumeur. On propose aux patients, c'est d'essayer de s'arrêter pendant 2 semaines avant l'intervention et 5 semaines après, proposant de soit prendre de la Nicorette, soit prendre le patch, en leur expliquant que s'ils veulent augmenter au maximum leur chance que les interventions fonctionnent, il y en a certains, ils ne peuvent pas, et bon, mais après c'est le choix du praticien. Moi, j'ai implanté mon père qui fumait, donc on a perdu des implants, mais au final, on a réussi à l'implanter complètement. Il a été équipé, donc je vois pas pourquoi j'implanterai pas besoin d'implants. En tout cas, des gens qui Ah, ont besoin on a d'implants. encore perdu le docteur. On a un peu de mal avec la connexion. Si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. On est là encore avec vous. De toute façon, pour les explications un peu plus techniques, je sais qu'on a bien parlé sur les greffes. Je pense qu'on va proposer une classe beaucoup plus spécifique sur les greffes, sinus lift, toutes ces choses-là qui sont super intéressantes. Au cas où, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez retrouver, j'ai fait un petit atelier gratuit sur le PRF. Celles qui veulent aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube, c'est sympa. On avait mis en scène un atelier PRF pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, celle qui me demandait justement ce qu'était un PRF. Et voilà, bon, j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, c'est sympa, on a un bon moment d'échange. Petit souci de connexion des fois, mais c'est sympa de pouvoir échanger en équipe avec un praticien et des assistantes. Ça y est, il est revenu, le retour du docteur. Sandrine vous demande Bravo. pour les patchs si éventuellement vous les prescrivez ou s'ils sont remboursés. Si vous avez la réponse à ça. S'ils sont remboursés pour le patch, c'est Oui, ça? apparemment. Est-ce qu'on peut les prescrire? Est-ce que le patient je, est remboursé au même titre que le généraliste? je crois qu'ils sont remboursés, en partie. Je suis pas sûr. Mais D'accord. pour un Bon, il patient faudra qu'on qui regarde. Dans le cas, on regardera. va mettre 2 000 € sur une prothèse et des implants, il va pas se bloquer sur 10 € de patch. C'est pas. Oui, c'est vrai quand même. C'est peut-être pas non plus, Mais bon, c'est peut-être pas tout à non l'heure, plus la dépense la plus importante qu'il aura. Effectivement. oui, le dentiste peut prescrire les patchs, hein.
D'accord, ok. Comme ça, Tout on à est l'heure, sûr on parlait, il y avait qu'on a la des réponse. assistantes qui demandaient que c'était difficile d'arriver à. Ah, ça y est, on a encore un petit souci de connexion. Euh, alors, pour un implant, il faudrait passer avant chez son généraliste ou cardiologue. On va voir avec le docteur pour qu'il réponde à cette question parce qu'elle est très intéressante aussi. De toute façon, ça, c'est des sujets qu'on va vraiment aborder sur comment s'organiser en cabinet dentaire, en fait, après sur l'implantologie, parce que ça fait partie de l'étude préimplantaire qu'il faut mettre en place au cabinet. Effectivement, le questionnaire médical va vous indiquer si le patient a des pathologies cardiaques ou s'il a des traitements en cours. Et avant d'envisager le traitement implantaire, s'assurer qu'on ait l'accord de tous les autres professionnels de santé, se mettre en rapport avec tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est un rôle important et ça fait partie du coup aussi de nos rôles d'assistant dentaire de gérer cette partie-là, cette partie de jonction avec les autres praticiens, cardiologues si besoin, ou généralistes. Je répondais à la question, docteur, qui demandait si, Maria demandait si il fallait voir avec les généralistes ou les cardiologues avant de mettre les implants. Donc j'expliquais que nous, on pouvait faire la jonction et j'attendais votre avis là-dessus. Alors oui, tout dépend du questionnaire médical et si le patient n'a aucun problème au cœur, il n'y a pas de raison de contacter un cardiologue. Par contre, même si le patient est sous, alors aujourd'hui, même si le patient est sous anticoagulants, on n'arrête pas les anticoagulants. C'est pas un acte qui est très sanglant, ça saigne pas énormément. Nous, on utilise toujours des anesthésiants avec de l'adrénaline dosée à un 100 millième, donc ça saigne très peu. Ça saigne de temps en temps lorsqu'on fait des greffes de sinus et que il y a des zones qui sont assez irriguées, mais dans l'ensemble, dans la majorité des cas, ça saigne pas beaucoup. Si effectivement il y a un problème récent au cœur, il faut demander le feu vert du cardiologue. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que Pensez-vous des implants chez les après, personnes avec opération de valve cardiaque? C'est toujours pareil, c'est le cardiologue qui a la main sur cette réponse. Ça veut dire que normalement, si l'opération est récente, il faut pas le faire. Si l'opération est assez ancienne et le cardiologue estime qu'il n'y a plus de risque, il va vous le dire. Il va peut-être vous demander une couverture antibiotique. Euh, voilà, donc il faut suivre ses recommandations. Et si le cardiologue dit non, trop risqué, ben il faut pas le faire. Alors, carence en vitamine D. Alors, périimplantite et carence en vitamine D, je suis pas sûr. Par contre, il y a des échecs apparemment suite à un déficit en vitamine D. Donc, lorsque je fais faire un bilan sanguin, on demande un dosage de la vitamine D. Effectivement. bon, c'est parfait. Si on a répondu à toutes vos questions, on va laisser ce docteur Fischler qui nous a accordé son temps aujourd'hui. On le remercie encore. Et on vous dit, si vous avez nous pour la classe à mener, où on va donner vraiment tout l'ensemble des éléments pour mettre en place cette organisation, mettre en place l'implantologie dans votre cabinet. Et on vous envoie un mail avec bien évidemment le replay et les liens vers les différents éléments qu'on a abordés, l'e-book qui revient apparemment et les connexions pour les autres classes virtuelles. Si vous avez un dernier petit message, docteur, avant qu'on quitte cette classe. Alors le message, c'était essayer de passer du temps avec votre praticien, que les praticiens essaient de passer un peu de temps avec leurs assistantes en dehors du cabinet, autour d'un verre, autour d'un repas, tranquillement de parler aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier, mais peut-être ça peut permettre de choisir un chemin un petit peu différent, d'avoir une réflexion sur son activité, de peut-être faire ressortir certaines valeurs qui, dans l'urgence du travail, la difficulté du quotidien, on est un petit peu passé à côté, donc essayer de revenir à ces valeurs humaines justement qui font que on va travailler et on va travailler dans une ambiance agréable. Et par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit organisé, il faut que les formations soient là. On ne peut pas improviser ce travail. Voilà, je vous embrasse. Faites attention à vous. Prenez soin des autres. Alors d'ailleurs, on vous a préparé une petite ordonnance de vitamines, d'oméga 3, de magnésium pour pouvoir booster vos défenses contre ce virus. Voilà, petite goutte. Voilà. Un Je vous petit bonus. embrasse. Merci encore. Ça marche.
Je vous fais parvenir tout ça Et j'espère vous par revoir mail bientôt. après. Bye tout le monde.